Eh bien, bonsoir à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire organisé conjointement par le laboratoire Sanofi et GRACE, le groupe francophone de réhabilitation après chirurgie, et consacré ce soir à la thromboprophylaxie en cancérologie. Alors, on a organisé ça en deux parties. Une première partie qui va être les grandes lignes de la place de la thrombophylaxie dans le cancer et qui sera faite par le professeur Albaladejo de Grenoble. Et puis après, on a prévu deux cas cliniques interactifs, comme on dit, c'est-à-dire avec l'espoir que vous allez pouvoir poser un maximum de questions. Un sur la chirurgie gynécologique qui sera présenté par le docteur Scholler, Céline Scholler, qui est au CHU de Saint-Étienne, et un autre sur un autre cas clinique sur l'urologie, présenté par le docteur Corbel, qui est en libéral dans l'hôpital privé des Côtes-d'Armor. Alors, je vous propose, parce que pour laisser le maximum de temps à la discussion, de commencer tout de suite avec le professeur Albaladejo, donc sur quelle stratégie chez le patient cancéreux. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Laurent. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Je vais essayer de vous faire un survol de la problématique de la thrombose et du cancer d'un point de vue des chirurgiens et des anesthésistes, c'est-à-dire sur le périopératoire, en essayant de voir quels sont les déterminants et quelles sont les situations dans lesquelles on va se trouver quand on devra choisir des stratégies en particulier périopératoires. Alors, ce sont mes liens d'intérêt avec l'industrie. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cette relation entre thrombose et cancer? Eh bien, il y a différents facteurs qui vont influencer la fréquence et la gravité des événements thrombotiques, thromboemboliques liés au cancer. Il y a des facteurs qui sont liés aux patients, c'est-à-dire principalement les comorbidités, et le fait surtout d'avoir un antécédent d'événements thromboemboliques veineux. Les facteurs qui sont liés au cancer, avec, on va le voir sur la diapo suivante, des cancers qui sont beaucoup plus thrombogènes que d'autres, et pour lesquels, évidemment, le stade du cancer, la présence de métastases et le délai par rapport au diagnostic constituent des éléments aggravants. Il y a les facteurs liés au traitement de ce cancer. En effet, un certain nombre de chimiothérapies qui sont faites soit après, soit avant la chirurgie sont associées à des risques thrombotiques plus élevés. Et ensuite, on décrit un certain nombre de biomarqueurs qui sont des facteurs ou des marqueurs du risque de thrombose chez ces patients. Alors, je vous parlais de la thrombogénicité différente et hétérogène entre les cancers. Vous voyez sur cette diapositive l'incidence d'événements thromboemboliques en fonction du type de cancer. Il y a deux principaux types de cancers qui sont très générateurs de thrombose. D'une part, les cancers des tissus mous et du poumon. Vous voyez que juste après le cancer du poumon, il y a le cancer de l'ovaire. Et pour revenir au cancer du poumon, l'adénocarcinome est associé à une très haute incidence de thrombose. Alors, lorsqu'il s'agit d'aller opérer un patient dans le cadre de la chirurgie oncologique, quelle que soit la spécialité, un certain nombre de référentiels ont été proposés et ils sont tous, malgré le temps, relativement cohérents compte tenu de l'incidence plus élevée de thrombose et d'événements thromboemboliques veineux après ces chirurgies. Il est clair qu'il y a une place extrêmement importante de la thromboprophylaxie pharmacologique par HBPM pendant une durée qui peut être prolongée, en particulier en chirurgie abdominale et abdominopelvienne. Cette durée, elle est pour les chirurgies lourdes de 4 semaines à 1 mois. Vous avez ici les recommandations formalisées d'experts de 2005 de la SFAR qui ont été réactualisées en 2011. Plus récemment, des recommandations internationales sont tout à fait en ligne avec cette perception du risque de maladie thromboembolique veineuse post-opératoire, puisque j'ai pris l'exemple des recommandations de l'ASCO. Il est recommandé donc en 2019 sur des éléments, des publications de haut niveau de preuve qu'une intervention chirurgicale majeure doit être suivie par une thromboprophylaxie pharmacologique comprenant des HBPM.
C'est une recommandation vous voyez la R3.2, pour laquelle il est suggéré de commencer en préopératoire. Néanmoins, cette proposition de commencer une thromboprophylaxie pharmacologique préopératoire a été pas mal remise en question et actuellement, les recommandations en particulier françaises proposent de commencer la thromboprophylaxie pharmacologique en post-opératoire pour plusieurs raisons. Une des raisons est pour permettre en particulier aux anesthésistes de faire des anesthésies loco-régionales qui peuvent être mises en difficulté si une administration préopératoire est réalisée. On discutera par la suite aussi des méthodes mécaniques, puisque d'une façon générale, il y a un abandon de l'utilisation des bas antithromboses dans la pharmacopée, en tout cas dans les outils permettant de prévenir la maladie thromboembolique veineuse périopératoire. Il n'existe actuellement aucune recommandation pour proposer dans le post-opératoire l'utilisation des anticoagulants oraux directs. Même si on va le voir un petit peu plus tard, les anticoagulants oraux directs peuvent avoir une place dans le traitement de la maladie thromboembolique veineuse dans le cadre de patients atteints de cancer. La durée de la thromboprophylaxie, elle est homogène pour à peu près toutes les recommandations. Elle est de 7 à 10 jours pour les chirurgies oncologiques classiques et de 4 semaines pour la chirurgie abdominopelvienne lourde. Et donc, on le reverra ensuite à la lumière des cas cliniques. Une autre situation dans laquelle on va se trouver, j'ai discuté un petit peu de la place de la loco-régionale et de l'intégration dans le schéma de thromboprophylaxie pharmacologique. Il faut se souvenir que les médicaments qu'on utilise, en particulier les HBPM, mais aussi les anticoagulants oraux directs, ont une demi-vie qu'il faut prendre en considération lorsqu'il s'agit non pas de poser la péridurale, par exemple, mais de retirer le cathéter de péridurale. Et ça implique de faire une fenêtre de thromboprophylaxie en post-opératoire. L'autre point pour lequel on est souvent confronté en consultation d'anesthésie en particulier, c'est ces patients avec un antécédent de cancer. Et l'idée est d'essayer de comprendre quel est le poids de cet antécédent comme facteur de risque d'un événement thromboembolique post-opératoire pour une chirurgie non carcinologique. Et vous voyez dans cette étude, qui est une énorme étude chez presque 1 million de femmes en Grande-Bretagne, qui a été réalisée pour essayer d'évaluer le risque relatif d'événements thromboemboliques veineux lorsque la chirurgie non carcinologique est réalisée chez des patients avec des antécédents de cancer. Et vous voyez que le facteur cancer est un élément qui a un poids d'autant plus important que le cancer est actif et que l'histoire carcinologique est proche de la chirurgie non carcinologique. Le cancer, en général, est toujours considéré comme un facteur de risque en soi, dont on vient discuter du poids, comme par exemple ici dans le score de Caprini. Le score de Caprini qui n'a rien de spécifique à une chirurgie particulière, qui a un score global. Et vous voyez que le cancer fait partie donc des facteurs à prendre en compte, mais sans considérer son poids dans le calcul final du score. Et donc, il est important dans ces conditions de définir ce qu'est un cancer actif. Voici une définition par Chiron. Le cancer est considéré comme actif si le patient a reçu un traitement potentiellement non curatif de son cancer, que l'évolution montre que le traitement n'a pas été curatif et ou que le traitement du cancer est en cours. Il existe d'autres définitions qui englobent globalement les mêmes éléments dans la définition de l'activité du cancer. Il est important de savoir que très récemment, des recommandations françaises ont été publiées dans la revue de maladies respiratoires en 2019 pour s'intéresser au traitement de la maladie thromboembolique veineuse pour des patients qui ont un cancer actif. Et il faut savoir que ce traitement recommandé chez ces patients-là est basé sur les HBPM sans relais par des AVK, et que lors de ces référentiels, de l'écriture de ces référentiels, on voit que en alternative aux HBPM,
il est suggéré d'utiliser un anticoagulant oral direct plutôt qu'un AVK, mais à condition que le risque hémorragique est faible et hors cancer digestif ou urologique, où là, on a montré que les anticoagulants oraux directs avaient été associés à un risque hémorragique plus important que les HBPM. Une autre situation dans laquelle on peut se trouver, c'est être poussé à faire de la chirurgie dans les suites d'un événement thromboembolique veineux. Pour rappel, lorsqu'une embolie pulmonaire, par exemple, se produit, on a un risque de récidive qui justifie l'utilisation des traitements anticoagulants. Donc, dans ce cadre-là, soit HBPM, soit AOD, et que dans le premier mois qui suit la survenue d'un événement thromboembolique veineux, on a un risque majeur de récidive qui s'atténue entre le premier et le troisième mois et qui devient, j'allais dire, un peu plus raisonnable, qui s'aplanit un petit peu au-delà du troisième mois. Ce qui signifie qu'il faudra prendre des mesures particulières lorsque la chirurgie non carcinologique, à la suite, en particulier chez un patient présentant un cancer, si cette chirurgie doit se produire dans les 3 premiers mois. Alors, le patient n'est pas traité par en AVK en général, mais s'il est traité par AVK, il faudra, dans ces conditions, dans ces 3 premiers mois, proposer un relais par une HBPM. Mais chez le patient cancéreux, on l'a bien compris, les AVK ont peu de place. Et si le patient est traité par AOD, à ce moment-là, on utilisera les règles habituelles qui sont les suivantes. Je les rappelle ici. Si le patient est traité par un Xaban, c'est-à-dire un AOD anti-10, dernière prise à J-3 ou J-4 et J-5 pour le dabigatran, et qu'il n'y a pas de relais dans ces conditions par une HBPM. Enfin, pour terminer, un petit point sur une situation qui se produit relativement fréquemment chez les patients traités pour un cancer, c'est la thrombose de cathéter veineux central, pour lesquels il existe des recommandations à la fois de traitement et de gestion du cathéter. Le traitement est suivant. Il est suggéré de traiter les thromboses veineuses profondes symptomatiques sur cathé veineux central pendant 3 mois, que le cathéter soit retiré ou non. Et la dernière recommandation qui est de suggérer de maintenir le cathéter en place s'il est fonctionnel et dans les conditions suivantes, qui sont en fait la position du cathéter, que le cathéter évidemment est nécessaire et qu'on n'a pas d'éléments qui nous font évoquer une infection de cathéter. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour cette partie-là. L'idée, c'est de savoir que lorsque on est dans un milieu périopératoire, de médecine périopératoire, on est amené à prendre en charge des patients porteurs d'un cancer dans différentes situations, soit pour la chirurgie carcinologique pour lesquelles les référentiels sont relativement homogènes, soit parce que le patient a un antécédent, et il faudra prendre en compte cet antécédent comme un antécédent majeur de risque d'événement thromboembolique veineux après une chirurgie non carcinologique, que lorsque le patient effectivement est traité, il y a une gestion particulière, d'une part liée à l'anticoagulant et d'autre part liée au fait que le patient est porteur d'un cancer, et qu'enfin, dans le traitement du cancer, on a des situations de thrombose de cathéter que nous devrons gérer. Voilà, Laurent, et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pierre. J'ai quand même une question pour toi, là, quel score d'évaluation du risque utilisez-vous pour les patients ou pour vos patients? Les scores d'évaluation du risque, d'une façon générale, reposent sur des listes avec des facteurs de risque majeurs et des facteurs de risque mineurs. La constitution d'un score est extrêmement difficile parce qu'il faut tenir compte du poids de chacun des éléments. Donc, le plus simple, c'est de tenir compte d'une liste de facteurs majeurs qui comprennent, et je tiens à le préciser, c'est extrêmement important, les antécédents personnels d'événements thromboemboliques veineux, qui est vraiment le gros facteur qui va augmenter considérablement le risque avec un poids élevé, l'antécédent de cancer, et ensuite il y a l'âge évidemment, parce qu'au-delà de 60-70 ans, la courbe s'infléchit à partir de 40-50 ans, on a un poids qui va évoluer vers le haut en fonction de l'âge. Et enfin, il y a l'obésité qui est un facteur qui est pas majeur, mais qui fait partie des éléments majeurs. Après, lorsqu'on utilise les facteurs mineurs, on fait des sortes de petites équations avec, si j'ai 2 éléments mineurs, je vais considérer que c'est un risque qui est considéré comme majeur. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de score, y compris le score de Caprini, qui arrive à couvrir correctement toutes les situations. Cette réponse est importante. Alors, il y a beaucoup de questions sur les doses. Pardon, excusez-moi. Quelle dose chez l'obèse?
chez l'insuffisant rénal. Euh, Peut-être que dans le cadre des cas cliniques après, on pourra peut-être reposer ces questions. Est-ce que tu veux dire un mot là, rapidement, avant qu'on passe à la présentation? Oui, les doses, en fait, les deux questions que tu poses, c'est quand est-ce qu'on les augmente, quand est-ce qu'on les diminue. Et globalement, l'expérience qu'on a sur la chirurgie bariatrique nous permet de penser que, eh ben, il faut adapter les doses en fonction de l'IMC au-delà de 100 kg. Ça, c'est le premier point. Après, il faut savoir que, par exemple, une thromboprophylaxie par de l'énoxaparine en Amérique du Nord, c'est 30 mg x 2. Donc, il faut se souvenir qu'en Europe, c'est 40 mg et qu'aux États-Unis, c'est 30 mg x 2. Et on peut utiliser ensuite cette première dose lorsqu'on a un IMC, par exemple, à 30-35 et augmenter à 4000 x 2, par exemple, lorsqu'on a des IMC au-delà de 40. Le point important, et je tiens à souligner, c'est le moment de la première injection qui doit s'éloigner le plus possible de la fin de l'intervention. Et pour l'insuffisance rénale, il y a des modifications de l'AMM pour l'énoxaparine qui nous permettent d'utiliser des doses jusqu'à des débits de filtration glomérulaire relativement bas et des situations où on pourra aussi, chez l'insuffisance rénale chronique sévère, utiliser des demi-doses de type 2000 unités d'énoxaparine. Voilà, j'ai fait en gros une réponse brève. Bon, écoute, c'était parfait. Là, on va rentrer maintenant dans l'aspect vraiment du quotidien avec un premier cas clinique en chirurgie gynécologique. Donc, je passe la parole au professeur Scholler qui va nous présenter ce cas clinique et la discussion ensuite à suivre. Merci beaucoup. Donc, je suis Céline Scholler, je suis gynécologue obstétricien au CHU de Saint-Étienne, impliquée en cancérologie gynécologique assez fortement et également en thrombose. Voilà, voici ici mes liens d'intérêt. Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et j'ai pris un vrai cas de Madame Raff, qui est née en 57, qui a accouché 4 fois par voie basse, qui mesure 1,60 m pour 120 kg, ce qui lui fait un BMI confortable de 46, un peu plus. Dans ses antécédents, elle a un tableau assez classique, hypertendu, cholestérol, du diabète, un syndrome anxio-dépressif et des chirurgies, dont une qui était un peu compliquée pour la prise en charge chirurgicale éventuelle derrière. C'était une hernie ombilicale, puis 3 chirurgies d'éventration avec en particulier une plaque périombilicale dont la dernière chirurgie était en 2003. Elle m'est adressée en consultation pour la découverte sur des métrorragies post-ménopausiques d'un cancer de l'endomètre de grade 2 et de stade 1A, a priori, sur les bilans qui sont réalisés. En effet, elle va réaliser un premier bilan, une IRM, qui retrouve bien effectivement une lésion de stade 1A avec un utérus de gros volume, fibromateux, et avec une lésion utérine qui mesure quand même 50 mm et 2 petites adénopathies non suspectes de 5 et 10 mm. Je lui demande un PET scan et sur le PET scan, on retrouve une hyperfixation utérine qui semble isolée, mais on retrouve une hyperfixation sur le sein gauche avec du coup la réalisation d'une mammographie et d'une échographie puis d'une biopsie qui retrouve un carcinome papillaire intrachystique. Donc cette dame se retrouve avec 2 cancers, un cancer de l'endomètre sur un terrain relativement classique et un cancer du sein. J'ai donc proposé à cette dame de tenter une hystérectomie par célioscopie au robot. J'ai dit tentative parce qu'antécédent de plaque d'éventration, plus le ganglion sentinelle, puis la mastectomie partielle sentinelle gauche. Cette patiente a été opérée le 22 novembre et en fait, j'ai pu réaliser l'hystérectomie et sentinelle robot assisté. J'ai également réalisé la mastectomie partielle sentinelle. Pour cette intervention, l'intervention avait débuté à 14h, elle s'est terminée à 17h20. La patiente
et inclus dans nos programmes RAC comme d'habitude. C'est très souvent des patientes qu'on fait en ambulatoire. Dans le cas précis, elle habitait relativement loin du CHU, puis avec ces 2 interventions, c'était un peu compliqué quand même de la faire en ambulatoire. Tout de même, elle a participé complètement au programme RAC, c'est-à-dire qu'elle s'est mobilisée, elle s'est alimentée le soir même. Et vous voyez que le premier lever a eu lieu à 19h30 pour en fait une miction. Elle a reçu une dose d'HBPM prophylactique à minuit et elle est sortie du service le lendemain matin à 11h du matin et elle est sortie avec une prescription dentalgique et puis des HBPM à dose prophylactique pendant 4 semaines. Alors, la question auquel on va essayer de répondre, c'était quelle thromboprophylaxie pour cette patiente, quelle dose et combien de temps? Je vous rappelle qu'on est face à donc une patiente particulièrement obèse qui a un cancer de l'endomètre et un cancer du sein, mais qui a été traitée par chirurgie cœlioscopique avec un programme RAC. Si on s'appuie sur les recommandations qui sont un peu anciennes, 2011 de l'ASFAR et 2013, il est recommandé de réaliser une thromboprophylaxie par HBPM ou fond d'appareil NUX après une chirurgie abdominale carcinologique. Et la durée qui était recommandée à l'époque, c'était 1 mois. Finalement, les recommandations françaises, même anciennes, sont pas si loin de ce qui est proposé dans les recommandations internationales, qui datent de 2016, légèrement réactualisées en 2019. Enfin, on peut dire pas réactualisées, mais en tout cas largement inspirées de 2016. Avec, on vous l'a déjà dit, l'utilisation d'HBPM avec une injection par jour. On peut éventuellement utiliser de la HNF, c'est plus tellement ce qu'on fait actuellement. Mais en tout cas, HBPM, cette prophylaxie peut être débutée 12 à 2 heures avant l'intervention, mais pareil, ce n'est pas tellement dans nos pratiques. On débute plutôt après la chirurgie et elle est poursuivie au moins 7 à 10 jours et on peut utiliser n'importe quel HBPM. L'utilisation qui est recommandée, c'est la dose prophylactique la plus élevée en post-opératoire chez les patients atteints d'un cancer. Et la durée, normalement, c'est de 4 semaines pour les chirurgies qui sont réalisées par laparotomie ou laparoscopie chez les patients atteints d'un cancer qui sont à haut risque, mais à haut risque de MTEV et à faible risque hémorragique. Si on s'appuie sur les recommandations de l'ASFAR, ce qu'on sait dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, alors ces recommandations datent pour le coup de 2005, mais il y avait un tout petit item que j'ai bien retenu où il est bien noté « pas de prévention lors des traitements en ambulatoire ». Néanmoins, il est rappelé aussi que l'identification de facteurs de risque thrombotique doit conduire à une prescription de bas et ou d'héparine. Mais par contre, dans ni l'une ni l'autre de ces recommandations, il est fait mention de prévention dans le cadre de chirurgie ambulatoire ou RAC associée à un cancer. Si on regarde donc les recommandations de 2019, pas de gros changements, pareil, 7 à 10 jours de traitement. Et pour les patientes qui sont à haut risque, qui ont été traitées soit par laparotomie ou par laparoscopie, mais pour une chirurgie pelvienne et qui sont à haut risque d'événements thromboemboliques, on va pouvoir étendre cette prophylaxie à 4 semaines. Et en particulier chez les patientes qui ont une mobilité réduite, chez les patientes qui sont obèses, chez les patientes qui ont des antécédents de maladies veineuses thromboemboliques ou qui ont d'autres facteurs de risque. Pour les autres patientes qui sont à moindre risque, eh bien, la décision sera au cas par cas. Donc, pour notre patiente, on est toujours devant notre même patiente, obèse, cancer d'endomètre, cancer du sein, mais
en ambulatoire ou RAC, donc avec une mobilité normale et a priori, si on met cette patiente éventuellement sans autres facteurs de risque, eh bien, si on applique ces recommandations, au cas par cas, peut-être que 10 jours pourraient être suffisants. Est-ce qu'il y a eu des données récentes pour essayer d'avoir plus de recommandations? Pas vraiment. Si on regarde en juillet 2021, il y a eu des recommandations dans le cadre des soins oncologiques de support. Ces recommandations nous donnent exactement les mêmes consignes. Il rappelle juste que les cancers pelviens sont à haut risque. Si on classe par niveau de risque, l'ovaire est très largement supérieur à l'utérus et au col, et qui, eux, sont très largement supérieurs au risque du sein. Et pour eux, la prophylaxie est aussi de 4 semaines dans ce type de chirurgie. Alors, je vais essayer de répondre à la question qu'il y a eu juste avant, mais peut-on prédire le risque et prévenir ce risque? Est-ce qu'on peut utiliser des scores? Alors, des scores, il y en a plein, le Corana, etc. Ils sont tous listés ici, mais il n'y en a aucun de ces scores qui concerne la chirurgie. Ils sont plus ciblés sur le cancer, mais on n'est pas en post-opératoire. Le Caprini, alors lui, il est plus adapté à la chirurgie. Il parle brièvement du cancer, mais sans nous dire si c'est qu'on vient de l'opérer ou pas. Et il parle juste de cancer actif, mais du coup, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, absolument rien dans le Caprini sur l'ambulatoire. Or, ce qu'on sait des données de la littérature, c'est que le risque de maladie veineuse thromboembolique après une chirurgie pour un cancer au risque est un risque qui est prolongé sur plusieurs semaines. On sait que les HBPM réduisent ce risque, mais on sait aussi que la chirurgie minimale invasive réduit le risque. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, un score qui serait adapté à nos nouvelles pratiques de chirurgie, il reste à faire. On n'a pas vraiment de réponse. En cherchant un petit peu dans la littérature, déjà en 2014, il avait été évoqué dans un article qui figure en dessous que la pertinence de faire une prévention en cas de chirurgie minimale invasive pour les cancers gynéco peut se poser à partir d'une étude qui a été menée sur plus de 400 patientes opérées pour un cancer gynéco. Dans 84%, il n'y avait pas de prévention et le taux d'événement était de 0,54%. Dans un autre article qui lui portait sur 571 patients qui ont été traités soit pendant 28 jours, soit pendant 7 jours, eh bien, ils ont mis en évidence qu'il n'y avait pas de différence entre ces deux groupes de patients. Et au total, si on regarde un petit peu la tendance actuelle, on observe une diminution du taux de recours à la prévention au fur et à mesure du temps, et pour autant sans augmentation du nombre de maladies veineuses thromboemboliques. Donc, on a quelques arguments pour discuter, mais vous voyez que c'est quand même à très faible niveau de preuve. On a des éléments de réflexion également dont il faut tenir compte, puisqu'il était fait mention dans les recommandations qu'on devait tenir compte à la fois du risque élevé de maladie veineuse thromboembolique, mais également balancer ce risque avec le risque hémorragique. Dans le cas précis, l'hystérectomie n'est pas un risque majeur de saignement. Ce qu'on peut également dire en termes de risque, il faut quand même être prudent si on est face à un cancer de l'ovaire et si on a un cancer de l'endomètre qui est associé à d'autres facteurs de risque, ce qui est quand même bien souvent le cas, en particulier l'obésité. Et dans ce cas-là, on serait peut-être plutôt prudent avec une prévention de 4 semaines. Mais dans le cadre d'un cancer de l'endomètre qui est traité en ambulatoire chez une patiente qui n'a pas d'autres facteurs de risque et pas obèse, 7 jours, ça pourrait peut-être être suffisant. Je dis bien pourrait.
En conclusion, eh bien, on n'a pas d'évolution des recommandations finalement depuis des années parce qu'en fait, on manque d'études et donc de preuves là-dessus. On n'a aucune étude qui tient vraiment compte de l'évolution de nos pratiques chirurgicales avec la chirurgie minimale invasive, avec la RAC et l'ambulatoire. Le risque tout de même de maladie veineuse thromboembolique, il est réel et il impose la prudence, à mon avis, dans les situations de cancer de l'ovaire et cancer de l'endomètre avec autres facteurs de risque, à mon sens. Des données donc plus récentes semblent tout de même rassurantes sur la durée plus courte de prévention en cas de chirurgie minimale invasive. Voilà. Eh bien, merci Céline pour cette présentation qui était vraiment très très claire et qui pose vraiment bien les questions. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec l'ambulatoire, Caprini, c'est fini? Bon, je ne pouvais pas ne pas la faire, je suis désolé. C'est la seule que je ferai. Bon, sinon, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Oui, c'est fini. Alors, il y a une très rapidement, si Pierre, parce qu'elle est arrivée juste après qu'on ait commencé et elle me semblait peut-être assez pertinente. Si je peux répondre juste rapidement, après une chirurgie carcinologique de résection complète, pendant combien de temps en post-op considérez-vous que la maladie est toujours active? C'est pas un cadeau, c'est ça. Bon, je passe à la suivante. C'est pas un cadeau, c'est tout le contexte. C'est tout le contexte. La quatrième diapo montrait justement que le risque il diminue, mais il ne s'éteint pas avec la chirurgie et il ne s'éteint pas à la 4e semaine. Donc, je pense que ça, clairement, un patient qui a été opéré d'un cancer actif pendant un moment, je dirais que 6 mois, c'est raisonnable. Hein. Voilà. D'accord. Non, mais ça me paraît bien. Alors, maintenant, je vais vous poser les questions là, qui sont arrivées pendant la présentation de Céline. Dans le cadre de la RAC, ne peut-on pas diminuer la durée de thromboprophylaxie? Donc là, je l'aurais dit parce que je pense que cette question va être assez rémanente, mais je pense que tu y as répondu en expliquant que pour l'instant, il y avait l'ambulatoire, où on avait quand même proposé des recommandations, mais que la RAC, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données. Tu confirmes? Oui, c'est ça. On pourrait peut-être diminuer chez des patientes à faible risque et passer à 7 jours, mais on a finalement très peu de données pour pouvoir vraiment s'appuyer dessus. Actuellement, ce qui est recommandé, ça reste 4 semaines avec le plus haut niveau de preuve, mais voilà, ça, dans ces recommandations qui sont un peu anciennes, on ne tenait pas compte effectivement de la RAC. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai bien dit, on pourrait diminuer à 7 jours. Voilà. D'accord. Alors, c'est une question aussi qui a été posée. C'est quelle place de la compression pneumatique intermittente? On avait discuté déjà avant ce soir, mais c'était bon, là, voilà, c'est une question qui se pose parce que c'est vrai qu'elle est quand même pas mal recommandée et on trouve pas mal. Donc, je pense que là, ça s'adresse un peu aux trois intervenants. Mais Céline, puisque c'était pendant ta présentation, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'utilises? Voilà. Alors, il faut pour ça l'avoir. À titre personnel, je ne l'ai pas dans le service, donc je ne l'utilise pas. C'est probablement, c'est beaucoup plus utile que des bas de contention, c'est clair. Donc, si on peut en disposer, et si c'est une patiente qui déambule absolument pas du tout, oui, ça peut être très utile si on l'a. C'est toujours le problème. Si un événement thromboembolique survient malgré la thromboprophylaxie, sous réserve de l'observance, quelle attitude adopter? Bon, on traite quoi. Ça, c'est une question pour médecin vasculaire, mais globalement, ce qui est dit, c'est que si le cancer est encore actif, il faut certainement augmenter les doses d'anticoagulants et en particulier peut-être monitorer aussi les doses. Mais ça, c'est une question pour hyperspécialistes. La récidive de thrombose dans un cadre de cancer actif, ça veut dire que le cancer est très actif et que c'est un marqueur du risque, d'ailleurs, et c'est très associé à la mortalité pour le cancer, et que globalement, la stratégie, c'est d'augmenter les doses. D'accord. Alors, durée plus de alors oui, je reviens là vers toujours la RAC et l'ambu parce que c'est évident que c'était là où il y avait plus de questions.
Durée plus courte pour la prophylaxie, donc 2 points, après chirurgie mini-invasive seulement ou après RAC en but. Bon, je pense que tu as évoqué que c'était plutôt un ensemble qu'il fallait apprécier, mais voilà, je te laisse répondre. Oui, c'est un ensemble. Ce qu'on retrouve comme données, c'est quand même chirurgie minimale invasive là-dessus. Donc, c'est quand même plutôt les chirurgies par célioscopie. Après, on fait de la RAC avec la chirurgie par laparotomie aussi, bien entendu, puisque la RAC, c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde. Ça n'a rien de spécifique. C'est la prise en charge normale qu'on devrait proposer à toutes les dames. Donc, enfin, il y a tous les messieurs aussi, d'ailleurs. Donc, ça n'a rien de bien spécifique. Si la déambulation sur une laparotomie est équivalente à une patiente prise en charge par chirurgie minimale invasive, ça ne me choquerait pas spécialement de réduire sa durée aussi de prévention, mais je n'ai aucun argument pour le dire. Hein. Je suis pas... Voilà, je m'appuie sur rien du tout. Au niveau de preuve, zéro. Clairement, on n'a pas de toute façon toutes les réponses et il y a un moment aussi, il faut être capable de prendre une décision en fonction des données que l'on a, sans forcément avoir une recommandation qui s'y rattache. Parce qu'il y a encore à quand des nouvelles recommandations? Je pense que la réponse, c'est quand on aura la littérature pour le faire et ce n'est pas encore tout à fait disponible, Pierre. Ah oui, en fait, les recommandations, elles sont basées sur l'état de l'art. Et l'état de l'art, c'est la littérature avec des niveaux de preuve. On ne peut pas demander à des recommandations de dire, c'est d'ailleurs ce que tu combats, toi, Laurent, en particulier à l'ASPAR, sur des avis d'experts. Parce qu'une étude observationnelle, c'est une hirondelle qui ne fait pas le printemps, tu le sais bien. C'est-à-dire que même si je reprends l'étude proposée par Céline qui comprend 500 patients avec un taux d'incidence ou 400 patients, un taux d'incidence à 0,50%, avant de montrer qu'une stratégie est vraiment optimale, il faut augmenter les effectifs de façon majeure. Donc clairement, on n'a pas assez de littérature. Bon, bah écoutez, c'est bien. Je vous propose qu'on passe à la troisième présentation, donc le cas clinique d'urologie par Luc Corbel. Et puis, en espérant qu'on aura un petit peu encore de temps après pour discuter. Donc, vas-y, Luc, c'est à toi. Bon, bonjour à tous. Donc, merci de me donner la parole. Donc, je suis donc Luc Corbel, je suis urologue en Bretagne et membre du conseil d'administration de l'Association française d'urologie. Et à ce titre, entre autres, responsable de la formation continue des urologues et également je m'intéresse donc à l'ambulatoire et à la RAC. Donc, je vais vous présenter le cas d'un patient c'est un patient réel également, à qui j'ai fait une cystectomie récemment, un monsieur de 70 ans qui a des antécédents artériels, comme c'est souvent le cas pour nos patients à qui nous faisons des cystectomies pour des tumeurs de vessie. Vous voyez, c'est un monsieur qui a une endartériectomie carotidienne, une chirurgie de trépied fémoral et qui a un tabagisme important sevré. Il a comme particularité d'avoir un traitement préopératoire par apixaban. Alors l'histoire, c'est une histoire classique, découverte d'une tumeur de vessie infiltrante suite à une hématurie. Il va avoir donc une cystoscopie qui confirme le diagnostic et un bilan d'extension, à savoir un scanner, qui est négatif. Donc le dossier est vu en RCP et attitude classique qui suit les recommandations pour nous. C'est un patient qui va avoir une chimiothérapie néoadjuvante avant donc sa prostatocystectomie totale. Et le patient qui a 78 ans, à qui on peut proposer ou un remplacement de vessie ou une dérivation urinaire, fait le choix d'une dérivation. Donc, le patient est pris en charge selon un protocole RAC. Donc, vous voyez que dans notre établissement, on les garde une demi-journée. Ils voient l'anesthésiste, l'infirmière d'annonce, la diététicienne. Ils voient également un kiné pour la respiration. On n'a pas de possibilité d'aide pour l'activité physique. Donc, moi, je leur demande personnellement de faire 1 heure de marche, mais c'est vrai que je ne suis pas derrière eux. Donc, je ne sais pas s'ils le font. Il a une immunonutrition préopératoire classique, des apports glucidiques. Il rentre le jour même de l'intervention. C'est un patient qui a été opéré à 13h30. Alors, vous voyez ensuite, on a mis des chaussettes de contention. On en reparlera parce que, premièrement, elles ne sont pas forcément indiquées. Et puis, chez ce patient, on peut même considérer qu'elles ne devraient pas être mises en place et qu'elles sont contre-indiquées, il est artériel. Anesthésie générale, une péridurale et une anesthésie de type RAC, que vous connaissez mieux que moi, les anesthésistes. L'intervention donc va durer 180 minutes, c'est une voie ouverte.
Il n'y a pas de difficulté opératoire et des pertes sanguines qui sont modérées. Je ne mets pas de drainage. C'est un patient, nous, qui va séjourner en unité de soins continus. C'est pour des facilités de prise en charge. Donc, il a une prise en charge RAC, donc, que vous connaissez, une alimentation orale qui va être le lendemain, puisqu'il était sorti de bloc opératoire en fin d'après-midi. Il a une mobilisation rapide le lendemain également, et il est débuté donc une prévention de thrombose par des HBPM le lendemain matin, donc à J1 à 8 heures. Donc voilà pour la prise en charge. La suite, il y a eu des suites simples, celui-là, ce n'est pas toujours le cas. Ablation des sondes urétérales, sortie à J8. Il y a une ordonnance de sortie, donc c'est un patient qui, je le répète, était sous apixaban préopératoire. Moi, j'avais proposé de le laisser pendant 5 jours de plus, donc ça faisait à peu près 2 semaines sous HBPM avant la reprise de son traitement initial. Les chaussettes de contention ont été enlevées heureusement à la sortie, et puis etc. Donc il a été contacté par notre infirmière, comme nous le faisons chez nous de façon classique. Donc c'est les questions qui sont posées par ce patient. Donc c'est les questions pour moi, je vais y revenir, mais c'est quand est-ce qu'on commence le traitement? Donc il faut faire la balance entre le risque hémorragique et la prévention de la thrombose. Et puis pour quelle durée? On en a déjà parlé, on en reparlera un petit peu. Je ne parlerai pas pour ma part des doses. Alors, pour animer la discussion, donc vous avez là des éléments donc, qui nous confortent dans l'idée que la maladie thromboembolique est un événement important après une chirurgie carcinologique et qu'une prévention donc, par HBPM réduit le risque, on le sait évidemment. Donc, dans les recommandations qui sont proposées ensuite, ce sont les recommandations surtout de l'Association européenne d'urologie, vous le verrez. Il y a trois catégories de risques de maladies thromboemboliques. Les patients à risque faible sont les patients qui n'ont aucun facteur de risque. Risque intermédiaire sont les patients qui sont âgés de plus de 75 ans, qui sont obèses avec un IMC de plus de 35 ou qui ont un antécédent de thrombose chez un parent de premier degré. Et les risques élevés, ce sont ceux qui ont des antécédents personnels de thrombose veineuse ou qui ont au minimum 2 facteurs de risque. Alors, les spécificités de l'urologie sont celles-là. Donc, vous voyez le risque thromboembolique, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Pierre Albaladejo, et de façon plus précise, vous voyez que pour ce qui nous concerne, le risque thromboembolique est plus important pour le rein que pour la prostate, la vessie étant en position intermédiaire. Et si on va un peu plus loin, je vais directement aller à la diapositive suivante. On voit qu'il y a quand même des disparités entre l'intervention qui est réalisée et la voie d'abord. Donc, les interventions, qu'elles soient pour la vessie, pour la prostate ou pour le rein, c'est moins le cas pour le rein maintenant, mais peuvent être réalisées par voie ouverte ou par voie laparoscopique. Et là, j'ai donné simplement quelques exemples. Donc, la cystectomie, si elle est faite par laparotomie, c'était le cas de mon patient, il a un risque de thrombose, d'événement thromboembolique de plus de 10% s'il est à risque élevé de thrombose. C'est à peu près pareil en chirurgie robot assistée. Ça m'a un peu étonné ces chiffres, mais c'est ce que j'ai retrouvé dans la littérature. Pour la prostatectomie, là, on a beaucoup de situations possibles, puisque une prostatectomie peut être faite par laparotomie, elle peut être faite par célioscopie, elle peut être faite par célioscopie robot assistée. Et puis, on peut faire une prostatectomie seule, on peut faire une prostatectomie avec un curage ganglionnaire standard, en fait, ce sont des petits curages, ou on peut faire une prostatectomie avec un curage qui est dit étendu, qui est beaucoup plus important et dont la morbidité est plus importante. Et là, on voit que j'ai pris juste, pour exemple, la prostatectomie avec curage étendu, et vous voyez qu'un patient qui est opéré par laparotomie a plus de 10% de risque de thrombose, alors que s'il a la même intervention par une chirurgie robot assistée, 3,7% de risque. Donc là, on voit que probablement les recommandations ne seront pas les mêmes et cela va se confirmer. Donc, un élément important, c'est que la maladie thromboembolique, bon, en elle-même est un problème, bien sûr, mais surtout, elle accroît la mortalité post-opératoire. Un patient qui a une cystectomie et qui n'a pas de complications thromboemboliques a un risque de mortalité post-opératoire de 2,3%, alors que s'il a une complication thromboembolique, le risque passe à 10%. Pour la prostatectomie, la mortalité, heureusement, est très rare, vous voyez, c'est 0,1%. Mais s'il fait une thrombose veineuse, le risque est plus important. Donc, d'où la nécessité, évidemment, d'essayer d'éviter au maximum
ce type de complications. Donc, je reviens aux questions que je posais tout à l'heure. Hein, c'est la question qu'on se pose, nous, chirurgiens, c'est quand est-ce qu'on peut commencer et pour quelle durée on va prescrire la prévention. Et c'est vrai que là, il peut y avoir une discussion avec nos anesthésistes. Là, pour ce qui est du début, quand est-ce qu'on commence, je crois que la réponse, elle est claire maintenant. Il n'y a aucun intérêt à commencer très tôt. Et il a été dit que commencer moins de 12 heures, ce n'est pas nécessaire. Et on peut tout à fait largement attendre 12 heures après la fin de l'intervention. Ce qui fait que moi, personnellement, je demande à ce que mes patients n'aient jamais d'anticoagulants avant le lendemain matin, qu'ils soient opérés le matin ou l'après-midi de leur cystectomie ou prostatectomie. Donc, c'est début le lendemain matin. Pour ce qui est de la durée, on en a déjà beaucoup parlé. Hein, et c'est vrai que là, a priori, la littérature va dans le sens quand même d'une prévention longue, mais on pourra en reparler, puisque là, toute la littérature ne fait pas intervenir, comme l'a dit Céline Scholler, la prise en charge en RAC, et je ne parle pas de l'ambulatoire, parce que certaines prostatectomies sont faites en ambulatoire. Donc, mais la durée classique est supérieure à 14 jours. Donc, là, je vous présente une synthèse des recommandations que nous avons à l'heure actuelle. Ce sont des recommandations générales hein, qui ne tiennent pas compte de l'organe opéré et du facteur de risque du patient. Donc, pour la SFAR, donc là, le début, c'est 6 à 12 heures après la chirurgie et pour une durée de 4 à 6 semaines. Pour l'Association française d'urologie, vous voyez, là, c'est écrit dès que le risque hémorragique s'atténue. Bon, c'est un peu imprécis, c'est certain, et la durée identique, 4 à 6 semaines. L'Association européenne d'urologie, là, parle d'un début 24 heures après la chirurgie, ça paraît long, mais c'est ce qui est écrit, pour une durée de 4 semaines. Quant à l'Association américaine d'urologie, elle écrit que la prévention peut être débutée lorsque le risque hémorragique s'atténue également, et par contre, elle ne précise pas de durée. Donc, vous voyez des recommandations qui sont à peu près similaires, avec quelques nuances quand même. Je parle quand même rapidement des chaussettes de contention, puisque, en fait, dans notre établissement, c'est une pratique qui avait été mise en place de façon systématique. Et ce qui fait que tous nos patients ont ce genre de prévention. Et je pense que ce sera important qu'on en parle parce que, d'une part, le niveau de preuve est très, très faible et on peut se demander si c'est vraiment utile et peut-être même pas nuisible dans certains cas, puisque, comme vous l'avez vu pour mon patient, c'est un patient artériel qui est arrivé au bloc opératoire avec ses bas de contention qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et alors je ne parle pas de la contention pneumatique qui a fait l'objet d'une question tout à l'heure. C'est vrai que nous ne l'avons pas non plus, donc nous ne pouvons pas l'utiliser. Mais les chaussettes de contention, peut-être, et il faudra qu'on en parle dans la discussion, peut-être qu'il ne faut plus en mettre. Alors, j'en viens aux recommandations plus précises en fonction donc, des gestes réalisés. Pour la cystectomie totale, les recommandations sont assez simples. Pour une cystectomie totale ouverte, pour tout risque confondu, il est encore écrit donc contention élastique et une HBPM recommandée, donc selon les données que nous avons vues, donc un début après 12 heures et puis une durée d'a priori 4 semaines. Pour les cystectomies robot-assistées, pour tout risque confondu également, là la différence c'est que la prophylaxie médicamenteuse est simplement conseillée. Elle n'est pas en fait recommandée. C'est la différence par rapport aux cystectomies par voie ouverte. Donc, en prenant en considération que tous ces patients sont opérés selon un mode RAC, il n'y a bien sûr pas d'ambulatoire pour les cystectomies. Les recommandations pour les prostatectomies, alors là, j'ai mis sur une seule diapo quelques situations parce qu'en fait, si vous allez, je vous ai mis la référence sur le site de l'EAU, c'est accessible à tout le monde. Il y a des recommandations pour tous les types de prostatectomie que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec tous les curages par voie ouverte, par célioscopie, avec ou sans robot, etc. Donc en fait, il y a trois situations possibles. Il y a les situations pour lesquelles aucune thromboprophylaxie n'est recommandée. C'est par exemple la prostatectomie sans aucun curage, qu'elle soit réalisée en célioscopie avec ou sans robot. Donc ce sont des patients qu'on peut très bien, en théorie, ne pas prescrire de prévention antithrombotique. Il y a des situations où la thromboprophylaxie est simplement conseillée. Et c'est par exemple la prostatectomie robot avec un curage étendu chez les patients à risque intermédiaire et élevé. Donc vous voyez des patients à risque quand même, mais s'ils ont une chirurgie robotique
même avec un curage étendu, on peut, en théorie, ne pas obligatoirement faire de prévention de la thrombose veineuse. Et puis, il y a des situations qui restent encore plus importantes où la thromboprophylaxie est recommandée. C'est, par exemple, la prostatectomie ouverte avec un curage étendu, quel que soit le risque. Donc, vous voyez des situations bien différentes, mais là, ce n'est que sur cette diapositive, je n'ai pas pu mettre tous les cas de figure, mais tout est écrit de façon assez détaillée dans ces recommandations. Pour ce qui est des néphrectomies, là, c'est un petit peu plus simple. Donc, pour les néphrectomies partielles, laparoscopiques avec ou sans robot, là, il y a deux possibilités. Si c'est un patient qui est à faible risque ou à risque intermédiaire de maladie thromboembolique, enfin de thrombose veineuse, pardon, il y a une seule recommandation, c'est la contention élastique. Donc là, on peut s'interroger sur cela. Par contre, s'il est à risque élevé de complications, on recommande une prévention médicamenteuse. Pour les néphrectomies partielles, une néphrectomie partielle et totale par voie ouverte, quel que soit le niveau de risque, la prévention, la prophylaxie est recommandée. Pour une néphrectomie totale laparoscopique, vous savez que en urologie, on ne fait pas normalement de néphrectomie totale au robot, que la laparoscopie seule est tout à fait suffisante comme technique. Donc, si c'est un patient à risque faible ou intermédiaire, là aussi, pas de prévention automatique. Par contre, s'il est à risque élevé, une prévention est recommandée. Et enfin, pour les néphrourétrectomies totales, quel que soit le risque, on conseille une prévention. Donc, vous voyez qu'il y a des situations finalement différentes avec des recommandations qui sont tout à fait différentes. Et la prévention systématique est loin d'être la recommandation actuelle. Alors, j'ai essayé de faire une synthèse de cela en faisant des propositions de protocole si on considère que la prophylaxie antithrombotique est indiquée. Mais je viens de vous le dire, ce n'est pas toujours le cas. Après une cystectomie totale, une prostatectomie totale, une néphrectomie totale, donc contention élastique, doit-on la mettre peut-être, mais pas plus que l'hospitalisation. Ce qui est marqué en général, c'est que la contention, si on la met, on l'enlève dès que le patient déambule. Dans la mesure où actuellement, de plus en plus, nos patients déambulent tout de suite, le soir même ou le lendemain matin, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur cela. Et la prévention médicamenteuse, par contre, donc, si elle est indiquée, elle sera débutée le lendemain d'intervention et d'une durée classiquement de 4 semaines. Après néphrectomie partielle, c'est un petit peu particulier parce que ce sont des interventions où le risque hémorragique est quand même important dans les premières heures après l'intervention. Et là, en ce qui concerne la prévention médicamenteuse, on peut proposer, alors J1, rien, J2, demi-dose ou rien en fait, ou rien du tout. Et ensuite, s'il n'y a pas de saignement, si le patient manifestement n'a pas de problème hémorragique, on peut débuter la prévention pour 4 semaines. Donc voilà ce qu'on peut dire sur mon cas clinique et les recommandations actuellement qui existent en urologie. Et vous voyez qu'il existe des recommandations, mais là je ferai un peu aussi les mêmes remarques que Céline Scholler, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs décisionnels qui interviennent. Il y a le patient, tous les patients ne sont pas identiques, ils ont des facteurs de risque différents, ils ont leurs antécédents, ils ont leur traitement. L'intervention n'est pas toujours la même, la voie d'abord, on a vu que ça peut être une CIO ou une voie ouverte. Le geste réalisé pour les prostatectomies, il y a beaucoup de situations différentes. Et puis il y a le parcours de soins du patient aujourd'hui, le parcours de soins, donc la RAC, vous connaissez tous, et l'ambulatoire qui, maintenant, on fait des néphrectomies en ambulatoire, des prostatectomies en ambulatoire. Et c'est vrai que des recommandations que nous avons actuellement ne sont peut-être pas totalement adaptées à ces patients. Donc voilà ce que je voulais vous dire et vous présenter ce soir. Eh bien, écoute, merci Luc. Je pense qu'on a pas mal de questions potentielles. Donc, tu nous confirmes bien que, moi j'avais encore la notion, mais que le rein était à risque important de thrombose. Mais bon, finalement, pas plus et même plutôt moins que la cystectomie. Ah, tout à fait. Le risque, la néphrectomie en tout cas, la néphrectomie. Oui. On a vu sur une des premières diapositives que le cancer du rein lui-même est plus à risque de thrombose que le cancer de vessie. Par contre, après une néphrectomie, il n'y a pas plus de risque de thrombose qu'après une cystectomie. Donc, une prostatectomie sans curage chez un patient sans antécédent, tu ne fais pas de prophylaxie. Alors, moi, je n'applique pas les recommandations, j'en fais à tous, mais c'est vrai que
quand j'ai préparé ce webinaire, j'ai revu toutes les recommandations que je connaissais un peu déjà, mais que je n'osais pas appliquer. Et je me demande si je ne veux pas passer justement à l'étape d'arrêter la prévention chez les patients qui ont une prostatectomie par célioscopie, comme nous n'avons pas de robot, mais on fait de la célioscopie, et qui sort à J1 ou J2, probablement qui n'a pas besoin. Surtout si tu les fais en RAC et avec un levé rapide, enfin dans un protocole de RAC, ça serait un argument supplémentaire. Absolument, absolument. Et juste, on est en train de… Moi, j'étais en réunion juste avant d'arriver avec vous là, sur les recommandations RAC qu'on est en train de terminer pour la prostatectomie, et c'est ce qu'on va écrire, effectivement. Alors, j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a sur vous avez fait donc conjointement également avec l'ASFAR des recommandations sur la RAC en cystectomie qui sont vraiment très très bien. On attendait avec impatience celle sur la prostatectomie, donc c'est super. La prostatectomie, donc la dernière réunion du groupe était ce soir, donc elles seront validées et puis ce sera diffusé en fin d'année ou en début d'année prochaine. Et pour la néphrectomie, on termine en janvier. Alors, il y avait une question, mais ça, je pense qu'on peut l'adresser aux trois, parce que bon, le terme allait bien arriver à un moment donné ou à l'autre dans les questions, l'aspect médico-légal. J'aimerais bien avoir votre avis à tous les trois. Si prophylaxie courte ou pas de prophylaxie après chirurgie mini-invasive ou RAC avec survenue secondaire de thrombose, y a-t-il un risque médico-légal pour le médecin? Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse? Là, moi, j'ai un avis, mais je préfère entendre vos positions. Pierre, par exemple, ou Céline, voilà. Je pense que actuellement, un expert va regarder ce qui existe dans les recommandations. Dans les recommandations, cancer, chirurgie, laparoscopie, laparotomie, ce qu'on veut, mais cancer, prophylaxie. 7-10 jours ou 4 semaines avec 7-10 jours en fonction des autres, du cas par cas. Et voilà. Donc, si l'expert va s'appuyer sur ce qui existe, et je dirais qu'il y a un risque médico-légal à ne pas appliquer ça. Pierre ou Luc? Moi, pour ma part, je pense pour l'urologie, en tout cas, on a des recommandations de l'Association européenne d'urologie qui nous disent, ce sont des recommandations, hein, qui nous disent que dans certains cas, comme je l'ai dit, on peut ne pas faire de prévention. Je ne vois pas pourquoi un expert ne tiendrait pas compte de ces recommandations. Mais bon, ça, on ne peut jamais en être certain, c'est ça. Et je pense qu'une expertise judiciaire, ça apporte un biais rétrospectif. C'est-à-dire qu'on voit le patient après. Et s'il y a un événement qui s'est produit ou un facteur de risque qui n'a pas été pris en compte est identifié, ça pose un problème médico-légal. Ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue qui est extrêmement important, c'est que vous pouvez prendre les décisions qui sont des décisions qui sont liées aux données actualisées de la science. Mais ça veut dire qu'il faut les tracer. Et si en particulier dans le dossier, on ne trouve pas de traces des raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision qui transgresse finalement ce que disait Céline, les référentiels, c'est là que vous vous mettez en danger. Donc, clairement, enfin, moi, je vois bien ce que dit Luc sur la prostatectomie. Bah oui, si le protocole du service repose sur des référentiels nationaux, internationaux, bah, c'est parfait. Et si, en plus, on trace la décision dans ce sens-là, je ne vois pas où est le risque. Voilà. Non, bah écoute, merci parce que c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment la notion de traçabilité. Vous avez pris une décision, vous avez analysé une situation particulière et vous expliquez pourquoi vous avez pris cette décision. Et moi, ça me semble extrêmement pertinent et important. Après, Laurent, je t'interromps, mais ce que disait Céline est extrêmement important. C'est écrit cancer dans le dossier et cancer, c'est thrombose dans la tête des experts. Hein. Oui, après, on peut estimer, c'est pas si clair partout. En tout cas, c'est sûr que si vous avez tracé votre décision, c'est quand même un élément important, quoi. Hein, et parce que vous avez estimé, les jeunes, il n'y a pas d'antécédent, je l'ai levé le jour même, etc. Voilà, mais on sait que c'est un traitement préventif, donc ça ne veut pas dire qu'il est efficace dans 100% des cas. Après, effectivement, on peut toujours tout imaginer, mais bon, il y a bien un moment, il faudra qu'on avance. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on tord le cou comme l'a répété plusieurs fois, au bas de contention, définitivement, parce que bon, moi j'ai bien écouté Marc Samama, il nous l'a bien dit, il nous a montré les photos des complications potentielles,
Et c'est quelque chose qui est tellement ancré dans tous les services. Peut-être il y a un moment, il va falloir qu'on pose réellement la question et qu'on me dise, quoi. Ça ne sert à rien et ça peut se compliquer. Alors voilà, j'attends vos réactions. Comme agent à minuit, ça fait partie de la Oui, c'est conception ça, même de exactement. l'établissement de santé. Et comme en plus les gens les achètent après pour eux, les soignants, du coup, ça... Oui, bah, tous les arguments, enfin, tout ce bas bashing, il vient de plusieurs études qui s'appellent les études Klotz, qui montrent que, en particulier, une grosse étude sur des patients qui ont des AVC, contention élastique versus rien, il n'y a pas de différence en termes d'incidence de fréquence des événements thromboemboliques, et il y a une augmentation des complications cutanées. En particulier, on nous pose la question sur quelle dose pour les obèses. Bah, ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup d'obèses et ce n'est vraiment pas adapté. Donc, il y a beaucoup de recommandations. La recommandation européenne de 2018 de la Société européenne d'anesthésie dit tord le cou au bas de contention. En revanche, la place des compressions pneumatiques intermittentes, elle est surtout là pour des situations où on a une contre-indication relative et temporaire à l'utilisation des anticoagulants. Je pense à la neurochirurgie, au traumatisme, et on peut les utiliser dans ce cadre-là. Mais dans un cadre de RAC, si ça empêche la déambulation, il n'y a aucun intérêt à les mettre de la Oui, compression. mais de toute façon, il n'y a rien de mieux pour faire circuler que de marcher. Donc, Ça. c'est sûr qu'il n'y a pas non plus d'intérêt à faire de la compression intermittente chez quelqu'un qui se lève. Bah, écoutez, on est à 20h tout rond. Bah voilà, on a, je pense, rempli, rempli notre contrat. Merci, merci aux trois intervenants. C'était vraiment très, très clair. Ça a donné lieu à pas mal de questions. Et puis, bah, merci au laboratoire Sanofi pour cette organisation impeccable. Et puis à Grace également pour sa participation. Et on vous souhaite tous les quatre une excellente soirée et fin de journée. Et merci encore une fois. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci.